Les ambitions nucléaires de la Corée du Nord sont désormais très claires. Nous savons aujourd'hui que ce régime trompait le monde et préparait de telles armes. Jour après jour, ce pays faisait monter la pression. La Corée du Nord déclare avoir besoin de bombes nucléaires pour se défendre contre une attaque américaine. Le président Bush ne mâche pas ses mots. Le régime nord-coréen utilise son programme nucléaire pour provoquer la peur et obtenir des concessions. L'Amérique et le monde ne céderont pas à un tel chantage. Cette administration a décrété que tout ce qui avait été fait vis-à-vis de la Corée du Nord allait dans le sens d'un apaisement. Une fois les choses définies ainsi, il est très difficile de changer de discours. Il était évident que c'était du chantage. Et je ne pense pas que nous devions payer les Nord-Coréens pour qu'ils se tiennent tranquilles. Au moment où les États-Unis décidaient du ton des pourparlers avec la Corée du Nord, nous sommes allés enquêter sur la stratégie dite de la corde raide de Kim Jong-il. Nous avons quelques mois, et non quelques années, pour résoudre ce problème avant qu'il atteigne son point de non-retour. Voici l'histoire de ce chantage nucléaire. La guerre froide s'est achevée en 1989, mais apparemment, personne n'a prévenu les Nord-Coréens. La capitale, Pyongyang, reste leur modèle d'une vitrine utopiste et socialiste. Ses fresques et ses monuments célèbrent la victoire de la classe ouvrière. Ses rues larges et ses tours d'habitation sont les produits du plan. Et sous terre, les gens vont travailler à bord de rames de métro rutilantes. Mais Pyongyang n'est qu'une façade. La majeure partie de la Corée du Nord est pauvre quand elle n'est pas affamée. Les ONG évaluent environ à 2 millions le nombre de gens qui ont péri victimes de la famine entre 1994 et 1998. Beaucoup de Nord-Coréens, surtout des enfants, souffrent de malnutrition. Ce pays n'a rien d'un paradis socialiste. Il ne fait aucun doute que c'est un endroit très étrange. La situation dans laquelle se trouvent les enfants et les personnes âgées a de quoi vous briser le cœur. Il faut donc bien avoir à l'esprit qu'on est confronté à la situation la plus dangereuse que peut offrir un gouvernement isolé, opprimant un peuple qui a souffert de manière inimaginable. L'histoire et la nature humaine vous poussent à croire que ça ne peut pas durer éternellement. Pourtant, même si c'est vrai, les Nord-Coréens se considèrent comme une Union soviétique miniature en but à un monde hostile. L'objectif suprême du gouvernement nord-coréen, c'est sa propre survie. L'architecte de la Corée du Nord est Kim Il-sung. En dépit des difficultés, il est toujours considéré dans son pays comme une sorte de dieu, comme le grand dirigeant qui a défendu miraculeusement sa nation minuscule contre des ennemis bien plus grands et bien plus puissants. Avec le soutien des Soviétiques, il a combattu l'occupant japonais dans les années 40. Après la partition de la Corée, au lendemain du deuxième conflit mondial, il a mené le combat contre la Corée du Sud et les États-Unis dans les années 50, la guerre de Corée. Après un conflit qui a fait 1 million de morts, dont 35 000 Américains, un armistice est signé, mais pas de reddition. La Corée demeure divisée et officiellement en guerre. Kim reste au pouvoir, dans le Nord communiste, où il construit une société qui le vénère comme l'unique sauveur de la nation. C'était presque un Superman, c'était un monarque de droit divin.
C'est le même culte démesuré de la personnalité que celui qui a entouré Mao Tse-tung en Chine. Et il y a un parfum de Nuremberg en 1936, avec les troupes défilant au pas de loi. C'est une image forte. Prenez le culte de la personnalité, Nuremberg, et ajoutez un zeste, au dire de beaucoup, de 1984, le roman de George Orwell. Depuis la guerre de Corée, les États-Unis ont souvent été en conflit avec cette petite nation belliqueuse. Mais comprendre ses intentions a toujours été une gageure. J'appelle la Corée du Nord le ratage le plus durable de l'histoire de l'espionnage américain. Donald Gregg a passé 14 ans dans le nord-est de l'Asie à recruter des agents destinés à être envoyés en Corée du Nord. Ils étaient très difficiles à recruter. Je pense que ça tient au fait qu'ils venaient d'un pays ayant une tradition d'isolement qui interdisait toute incursion étrangère. Ils avaient une tradition confucianiste, avec une structure familiale très resserrée, à laquelle s'ajoutait une couche d'indépendance et la couche de marxisme particulièrement violent que le Nord avait adopté. Ils étaient donc extrêmement difficiles à atteindre. Le problème le plus insoluble, c'est qu'une fois que vous aviez convaincu un agent de vous aider, il était presque impossible de l'utiliser une fois qu'il était de retour en Corée du Nord. En conséquence, les États-Unis ne disposent pour information essentiellement que des photos satellites. Le conflit actuel a commencé en 1989, lorsqu'un de ces clichés a révélé la construction d'un complexe nucléaire près de la ville de Yongbyon. Pour certains analystes des services de renseignements américains, il s'agit peut-être des premières étapes de la fabrication d'une bombe atomique. À cette époque, la guerre froide touche à sa fin, et la Corée du Nord voit disparaître les garanties sécuritaires et le soutien économique de l'Union soviétique, qui la soutient depuis 45 ans. Kim Il-sung doit donc envisager d'autres solutions. Que voulaient les Nord-Coréens? Nous l'ignorions à l'époque. Nous pensions qu'ils voulaient des armes nucléaires. Mais au fil des négociations, nous avons compris qu'ils étaient prêts à envisager d'autres moyens pour améliorer leur sécurité. Et celui qui avait leur préférence, c'était d'établir de nouvelles relations avec les États-Unis. L'ouverture a dû avoir lieu en janvier 1992, lorsque Kim Il-sung, le numéro 5 ou 7 dans la hiérarchie, est venu à New York. Nous avons passé toute une journée avec la délégation. C'était la rencontre de plus haut niveau qui se tenait entre Américains et Nord-Coréens depuis l'armistice. De 1953? Oui, et ils semblaient désireux de s'ouvrir à nous. Détail encourageant de ces premières réunions, les Nord-Coréens acceptent qu'une équipe de l'Agence internationale de l'énergie atomique vienne inspecter les installations suspectes de Yongbyon. Cette équipe est dirigée par le directeur de l'époque de l'AIEA, Hans Blix. Nous sommes ici pour nous familiariser avec le programme nucléaire de votre pays. Cette tournée n'est qu'un prélude. En fait, Hans Blix et les États-Unis soupçonnent les Nord-Coréens d'utiliser secrètement ce réacteur de 5 MW et une installation de retraitement pour transformer du combustible usagé en plutonium de qualité armement. Avant son départ, Hans Blix organise la venue d'inspecteurs et de leur matériel. Mais dans les mois qui suivent, ces inspections se heurtent à des difficultés. Les autorités empêchent systématiquement les équipes de l'AIEA d'inspecter 2 des sites suspects de stockage de déchets nucléaires de Yongbyon. Pyongyang comprend que l'amélioration de ses relations avec le monde extérieur est en jeu. Mais apparemment, le prix à payer est trop élevé.
7 semaines seulement après l'arrivée de Bill Clinton à la Maison-Blanche, Kim Il-sung fait volte-face en annonçant que son pays va se retirer du traité de non-prolifération, le TNP. Le président américain nomme alors Robert Gallucci pour entamer rapidement de nouvelles négociations. Plus d'une fois au cours de cette première réunion, le vice-ministre des Affaires étrangères Kang Song-san a déclaré « Vous voulez nous étrangler ». Je lui ai répondu que ça n'était pas notre objectif et que nous ne représentions pas un danger pour la Corée du Nord, à moins qu'elle menace d'une manière ou d'une autre nos alliés de Corée du Sud, du Japon ou de la communauté internationale. L'administration Clinton subit des pressions fortes à l'intérieur même du pays. L'opposition républicaine lance des attaques à répétition contre le gouvernement à la moindre tentative de négociation, déclarant qu'il n'y a aucune raison de discuter avec les Nord-Coréens. Nous avons clairement dit à la Corée du Nord que certaines démarches devaient être évitées pour que les discussions se poursuivent. La véritable période de crise a été mai-juin 1994, quand on se dirigeait plus vers une guerre que vers une fin négociée du conflit. Ça a été une période très tendue. Vous avez arrêté les négociations? Absolument. Nous avions averti nos interlocuteurs de ne pas commettre un certain acte, mais ils l'ont quand même fait. En effet, le 19 avril 1994, les Nord-Coréens font monter les enchères en annonçant qu'ils vont déplacer leur stock de combustible irradié du réacteur de 5 MW sans permettre aux inspecteurs internationaux de surveiller ce transport. Ils menacent même d'aller encore plus loin. Ils étaient prêts à retraiter le combustible de ce réacteur. C'est ce qu'ils ont annoncé. Et s'ils l'avaient fait, ils auraient eu suffisamment de plutonium pour fabriquer 5 ou 6 bombes nucléaires. Pourquoi une telle décision? Ce que je croyais à l'époque, et que je crois toujours aujourd'hui, c'est qu'ils pensaient avoir besoin d'un arsenal nucléaire pour assurer leur sécurité. Nous avons donc décidé de prendre toutes les mesures nécessaires pour les empêcher de poursuivre ce programme d'armement, quitte à risquer une guerre. Vous vouliez partir en guerre? Nous étions prêts à risquer une guerre. Nous avons sérieusement envisagé de résoudre le problème en frappant le réacteur et l'usine de retraitement de Yongbyon. Nous avons analysé chaque bâtiment de Yongbyon, surtout le réacteur, mais aussi l'usine de production du combustible, l'usine de retraitement et les réacteurs en construction. Nous étions absolument certains de pouvoir effectuer une frappe qui aurait été chirurgicale en elle-même. Pourquoi y avoir renoncé? Parce que ses conséquences auraient été loin d'être chirurgicales. Plus d'1 million de soldats nord-coréens se trouvent dans la zone démilitarisée. Des milliers de canons sont braqués sur Séoul et des missiles Scud sur la Corée du Sud. L'intensité de la violence serait bien supérieure à ce que le monde a connu depuis la fin de la dernière guerre de Corée, et les gens en seraient choqués. Les estimations donnent 100 000 victimes américaines. Sans compter les civils. Certainement. C'est un scénario terrible à envisager. Des centaines de milliers de morts, oui. Séoul, la capitale sud-coréenne, est une ville de 10 millions d'habitants à 1 heure de char d'assaut de la frontière avec le Nord. L'administration Clinton opte pour des sanctions des Nations Unies. Cependant, l'ambassadeur Robert Gallucci et le secrétaire à la Défense William Perry sont conscients du caractère provoquant de cette démarche. Une résolution de sanctions pouvait, selon nous, entraîner une réponse militaire de la part des Nord-Coréens. C'est dans ce contexte, au cours de la discussion au sujet des sanctions, que la Corée du Nord a fait une déclaration incendiaire, disant qu'elle considérerait ces mesures comme un acte de guerre. Si vous nous forcez à entrer en guerre, nous le ferons. Ces remarques viennent de Park Yun-soo, un négociateur nord-coréen, et ont été interceptées sur un réseau de caméras de surveillance.
Séoul n'est pas loin d'ici. Une fois la guerre commencée, la ville se transformera en océan de flammes. Ces paroles très dures ont attiré notre attention, ce qui était, j'en suis sûr, l'intention des Nord-Coréens. Chez le voisin du Sud, les autorités organisent des exercices de défense civile pour préparer le pays à une attaque éventuelle. Malgré les risques, Bill Clinton décide de demander des sanctions. Il ordonne au Pentagone de présenter des propositions pour le renforcement des troupes américaines en Corée du Sud. C'est ce qui nous a conduit à cette réunion devenue célèbre du Conseil national de sécurité. Le président a reçu dans son cabinet le secrétaire d'État, le secrétaire à la Défense, le vice-président et le président des chefs de l'état-major interarmé, tous les principaux intéressés. Et le secrétaire à la Défense a présenté les différentes options militaires. J'ai conseillé au président Clinton de renforcer notre présence militaire. Nous avions passé en revue très soigneusement les 4 plans d'urgence qui arrivaient à la conclusion qu'en cas d'invasion du Nord, nous l'emporterions sans aucun doute. La victoire était assurée, mais le nombre de pertes enregistrées serait fonction de notre degré de préparation. Nous étions en train de lui présenter les 3 autres solutions lorsque le téléphone a sonné. L'appel venait de la Corée du Nord. C'était Jimmy Carter qui était à Pyongyang pour discuter avec Kim Il-sung. Je me suis absenté de la réunion avec Bill Clinton pour discuter avec l'ancien président. Et Jimmy Carter m'a décrit un moyen possible de sortir de cette situation. L'ex-président était en voyage privé à Pyongyang pour discuter d'un accord de paix, malgré l'opposition d'un certain nombre de dignitaires de la Maison-Blanche. On m'a remis une liste des exigences américaines qui portaient essentiellement sur le programme nucléaire, mais aussi sur quelques autres points. Lorsque Kim Il-sung s'est engagé, directement et vis-à-vis de moi, à se plier à ces exigences, j'ai fait partir un messager et je me suis senti très soulagé. L'ambiance dans la salle était au mécontentement par rapport à cet accord. Parce qu'il avait agi seul. Ça n'était pas seulement ça. Jimmy Carter m'a également dit qu'il comptait passer à la télévision pour décrire les termes de cet accord. This is CNN Breaking News. Bonsoir, il est minuit, vendredi matin en Corée du Nord. En fin de matinée, l'ancien président Jimmy Carter doit avoir un second entretien. Vous avez décidé de passer à la télévision alors que vous étiez en pourparlers avec Kim Il-sung. Je sentais qu'il était important de rendre publics les engagements auxquels il avait consenti. Il aurait été beaucoup plus difficile pour lui de faire marche arrière ou de dénoncer ses engagements. Mais n'était-ce pas aussi, de votre part, un signe d'échec de passer à la télévision? Si. Pour coincer les 2 camps? Je ne nie pas que ça pouvait apporter une solution à ce que je considérais comme une crise très sérieuse. Kim Il-sung annonce à Jimmy Carter qu'il va arrêter le réacteur de Yongbyon et revenir à la table des négociations. Mais un mois plus tard, il décède d'un arrêt cardiaque. Le cortège funèbre du grand dirigeant approche. Grand dirigeant, est-ce vrai? Nous as-tu quittés? Des centaines de milliers de Coréens descendent dans la rue. Le spectacle de ces gens éplorés et s'évanouissant dure plusieurs jours et incite les services de renseignements américains et sud-coréens à conclure que le gouvernement de Pyongyang va finalement s'effondrer. Et que la meilleure politique, c'est l'attentisme.
Mais c'est compter sans le fils du grand dirigeant, Kim Jong-il. Ce playboy, amateur de cognac qui s'affiche avec de jolies Suédoises, a été tourné en ridicule par la presse occidentale. Complexé par sa petite taille, il porte des bottines à talons et se fait gonfler les cheveux. Passionné de cinéma, il a aspiré à devenir producteur. Et dans les années 80, il a même kidnappé une actrice vedette sud-coréenne et son mari metteur en scène pour qu'ils lui apprennent le métier. Mais Kim Jong-il a une autre facette. Il serait lié à des actes terroristes perpétrés en Corée du Sud, dont un attentat à la bombe en 1983 qui a coûté la vie à 4 membres du gouvernement, et un autre, en 1987, qui a fait 115 victimes civiles à bord d'un avion de ligne sud-coréen. Il est également impliqué dans le programme nucléaire du pays. Une des seules fresques montrant Kim Jong-il se trouve à côté du portail d'entrée du complexe de Yongbyon. Désormais, toute la question est de savoir si le fondateur de ce projet est prêt à s'en débarrasser. Le jour de la mort de Kim Il-sung, le 8 juillet 1994, les négociations reprennent à Genève entre l'ambassadeur Robert Gallucci et le vice-ministre Kang. Étonnamment, en octobre 1994, les deux camps tombent d'accord. Les Nord-Coréens acceptent d'arrêter le réacteur de Yongbyon, ainsi que la construction d'un autre complexe nucléaire, en échange de la fabrication de 2 réacteurs à eau légère modernes, des installations plus difficiles à utiliser pour produire des armes. Ils obtiennent aussi la promesse d'une livraison annuelle de 500 000 tonnes de pétrole jusqu'à la fin de la construction du premier des 2 réacteurs. En vertu de cet accord, ils acceptent ces inspections. L'accord est défendu devant le comité des affaires étrangères du Sénat américain par Robert Gallucci et William Perry. Tel est l'accord auquel les 2 parties consentaient. J'en aurais obtenu un meilleur si j'avais été assis des 2 côtés de la table. Mais je n'avais le droit de n'être que d'un côté. En face, il y avait un autre pays avec des intérêts différents. L'accord a été battu en brèche. 10 jours après la signature, il s'est retrouvé orphelin sur le plan politique. Les démocrates, le président Clinton, ont perdu le contrôle des 2 chambres du Congrès. Les républicains conservateurs, plus particulièrement ceux de la Chambre des députés, qui haïssaient cet accord et qui voyaient en lui une véritable extorsion à l'encontre des États-Unis, s'y sont très violemment opposés. Nous n'avons pas eu droit à des félicitations. Que vous a-t-on dit? Que nous avions cédé au chantage, que les Nord-Coréens nous menaçaient avec leur programme nucléaire et que nous avions cédé en faisant des concessions. Je m'y suis opposé, j'ai discuté avec M. Gallucci. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir car cet accord était terriblement dangereux. Il allait nous conduire à la situation actuelle, à savoir qu'une menace énorme pèse sur les États-Unis. Vous accusiez Clinton de jouer l'apaisement. C'est bien comme ça que ça s'appelle. Que préconisiez-vous? De dire arrêtez de travailler sur des armes nucléaires. Sinon, nous utiliserons tous les recours possibles, y compris l'option militaire. Les sanctions, les discussions avec les Japonais, les Chinois, les Sud-Coréens, les Russes, bref, tous les recours. Il ne fallait pas choisir l'option des pots de vin, car c'est bien de cela qu'il s'agissait. Mais rétrospectivement, ils auraient 50 ou 60 bombes aujourd'hui. Rétrospectivement, s'ils ne s'étaient pas arrêtés, nous serions intervenus militairement et nous n'aurions pas à faire face aujourd'hui à une menace d'une telle ampleur. Vous avez rencontré une résistance inouïe. John McCain a parlé d'apaisement. Quelles ont été les conséquences? Un mécontentement général vis-à-vis de l'accord a fait de chacun de ces termes, comment dirais-je, un des cercles de l'enfer de Dante. Vous seriez allé à 4 pattes. au Congrès Oui, pour réclamer ces fonds. plus d'une fois. Pendant que le Congrès traîne les pieds, un officiel du département d'État parlant coréen, Kenneth Quinones, est envoyé à Yongbyon. Il se joint aux inspecteurs de l'AIEA pour vérifier que le réacteur a bien été arrêté et que les Nord-Coréens ont correctement stocké leurs barres de combustible usagées pleines de plutonium. Quel effet ça fait, ces barres? C'était une expérience intense, dure physiquement.
Il faisait un froid de canard. On était parfois à court de rations de nourriture et on travaillait évidemment dans un environnement très radioactif. Les tensions? Les tensions s'exprimaient vis-à-vis de quelqu'un qui regardait bizarrement son voisin ou qui lui faisait le geste international de la main. C'est-à-dire? Le doigt d'honneur. Mais vous avez réussi Finalement, oui. à stocker les 8000 barres? Oui, toutes. Les Nord-Coréens ont respecté toutes les exigences de l'accord, comme le dit le rapport annuel de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Comment était le compte-rendu américain? Très franchement, il était très incomplet. Selon moi, l'administration n'était pas prête à accorder beaucoup de crédits politiques malgré la mise en place de cet accord. Membre du département d'État, Stephen Bosworth est responsable de la KEDO, l'Organisation pour le développement énergétique de la péninsule coréenne. Une entité mise en place suite à l'accord américano-coréen. Mais en partie à cause des réticences du Sénat américain, la construction des réacteurs prend du retard, tout comme la livraison du pétrole, ce dont les Nord-Coréens se plaignent fréquemment. Stephen Bosworth, lui, se plaint auprès de ses collègues du département d'État. Quels étaient vos arguments? Tout d'abord, qu'il s'agissait d'une tentative pour faire sortir la Corée du Nord de son obscurantisme et pour l'ouvrir au monde, et qu'il était dans notre intérêt de briser son isolement. De plus, il était également dans notre intérêt, puisqu'il s'agissait du premier accord entre ce pays et le reste du monde à prendre effet, de nous assurer que nous le respections scrupuleusement. Il fallait démontrer aux Nord-Coréens qu'ils pouvaient conclure des accords avec nous et avec d'autres, en étant sûrs que les engagements pris seraient respectés. L'incapacité à traiter avec eux ne pouvait que les inciter à faire des choses de plus en plus irresponsables et dangereuses. Tandis que la tension monte entre les États-Unis et la Corée du Nord au sujet du respect de l'accord, le nouveau président, Kim Dae-jung, prend ses fonctions dans le Sud. Il instaure une nouvelle approche dans les relations avec le Nord, la politique dite de la main tendue. Prônant l'ouverture et l'engagement, cette démarche part du principe que Kim Jong-il veut moderniser son économie. Le bras droit du nouveau président se nomme Lim Dong-won. J'étais l'architecte de la politique de la main tendue, son évangéliste. Nous voulons susciter un changement dans le Nord. C'est le moyen d'instaurer la confiance entre les deux Corées et d'obtenir la paix dans la péninsule. Nous devons saisir cet instant. Cet ancien chef des services de renseignement, anticommuniste forcené, rencontre plusieurs fois Kim Jong-il. Quel genre d'homme est-il? Il a le sens de l'humour. Il a une personnalité très intéressante. Il est amateur de bon vin. Lui avez-vous parlé de la situation catastrophique dans les campagnes, de la famine, de ses dépenses faramineuses dans le domaine militaire? Je n'ai pas beaucoup abordé ce genre de sujet. Mais au moment où la diplomatie semble avoir ses chances, la Corée du Nord surprend tout le monde en abattant une nouvelle carte. Le 31 août 1998, les Nord-Coréens tirent un missile Taepodong, un engin qui, s'il fonctionne, doit pouvoir atteindre Hawaï ou l'Alaska. Il a été mis au point par un pays qui tire déjà 25% de ses revenus de la vente de Scud et d'autres missiles à courte portée au Moyen-Orient, au Pakistan et en Iran. Les Nord-Coréens ont tiré ce missile balistique et tout le monde dans la région et aux États-Unis s'est réveillé en se disant « On n'a pas fait attention à eux, mais eux ont fait sacrément attention ». Ce lancement embarrasse Bill Clinton, qui a soutenu la politique de la main tendue sud-coréenne. Mandaté par le Congrès pour revoir la politique vis-à-vis de la Corée du Nord, le président demande à William Perry d'être son envoyé spécial.
L'accord était en jeu. Nous avons sérieusement envisagé les approches que beaucoup au Congrès nous demandaient d'étudier. L'une d'elles consistait simplement à faire pression sur les Nord-Coréens jusqu'à ce que leur gouvernement s'effondre. Nous avons rejeté cette option, car la police d'État est implacable dans ce pays. Et la misère du peuple ne risquait guère, d'après nous, de conduire à un renversement populaire du gouvernement. De plus, nous n'en avions pas le temps. Même si cette stratégie s'avérait payante, elle n'aboutirait pas au mieux avant plusieurs années. C'était donc un problème très épineux. Sur recommandation de William Perry, l'administration Clinton s'en tient donc à la voie diplomatique. En l'an 2000, la secrétaire d'État Madeleine Albright s'envole pour Pyongyang afin de négocier un accord sur les missiles. L'entretien qu'elle a eu avec la CIA ne l'a pas préparée à l'homme qu'elle rencontre. Nous disposions de renseignements très curieux à propos de Kim Jong-il, comme quoi il vivait en reclus. Je crois qu'on utilisait le mot paranoïaque. Mais Kim Dae-jung avait dit qu'il était possible d'avoir une conversation parfaitement correcte et rationnelle avec lui. Madeleine Albright et moi avons été surprises par Kim. Il avait de l'humour. Il était, mais ça n'était pas une surprise, très fier de lui et de son pays. C'est un homme raisonnable. Il a été particulièrement à notre écoute pendant les entretiens très longs avec Madeleine Albright. Il semblait toujours attentif aux gens qu'il recevait. Courtois. J'aurais pu n'y employer ce mot qu'on risque de me reprocher, mais oui, courtois. Au bout de 3 ou 4 heures de réunion officielle, il a dit « Je veux vous emmener ce soir à une grande fête ». Il s'agissait de la fête du 50e anniversaire du Parti des travailleurs. On est monté dans un long cortège de voitures dont sa limousine a pris la tête et on s'est arrêté devant un stade. On est descendu, il faisait nuit noire, il n'y avait pas de voiture sur le parking, personne dans les alentours et pas un bruit. On aurait entendu une mouche voler. On est entré dans le stade et tout d'un coup, les lumières se sont allumées et un mur de son créé par 250 000 de gens nous a frappés. D'un coup. Je dois reconnaître que j'étais fascinée. Vous voyez les pancartes comme celles que les étudiants brandissent pendant les matchs de football pour faire passer des messages? Eh bien là, elles étaient maniées avec une précision exceptionnelle. On voyait apparaître des scènes rurales, et puis il y en a eu une, c'est dire s'ils étaient doués pour faire bouger leurs pancartes, où on a vu une fusée s'envoler. En fait, il s'agissait d'un missile Taepodong. Le lendemain, Madeleine Albright et Kim Jong-il reprennent leur discussion à propos des missiles. Le président réitère l'invitation à venir en Corée du Nord qu'il a déjà lancée au président Clinton. L'objectif global de sa politique était d'obtenir une forme quelconque de reconnaissance de l'existence de la Corée du Nord de la part des États-Unis. Nous devions instaurer des relations diplomatiques. Il était donc très ouvert et prêt à limiter son programme de missiles. Nous devons être pragmatiques et reconnaître que la route vers des relations totalement normales reste ardue. Nous avions l'accord à portée de main. Il restait un détail ou deux à régler, mais ils étaient très importants. Ils portaient sur les modalités de contrôle. Mais ça n'est pas ce qui a écourté la visite. Nous manquions de temps. Avec l'élection de George W. Bush, les deux Corées demandent la garantie que les pourparlers au sujet des missiles, entamés par l'administration Clinton, se poursuivent. Apparemment, la transition doit se passer en douceur.
Nous comptons reprendre les négociations avec la Corée du Nord, là où le président Clinton et son administration les ont laissées. Des éléments prometteurs subsistent. Le Sud insiste pour qu'un sommet soit organisé rapidement. Mon ministre des Affaires étrangères s'est rendu à Washington pour préparer ce sommet. Au cours d'une consultation avec le département d'État et Colin Powell, nous l'avons assuré que la politique de l'administration américaine à l'égard de la Corée du Nord reprendrait là où le gouvernement Clinton l'avait laissé. Il vous a assuré que la politique de Clinton serait poursuivie par Bush. Oui. Et nous avons été très heureux de l'entendre. Puis le président Kim Dae-jung est arrivé à Washington. Mais le sommet ne correspond pas aux attentes des Sud-Coréens. Bien que Bush ait publiquement cautionné la politique de la main tendue. J'ai eu l'honneur de recevoir le président Kim Dae-jung et nous avons eu une discussion intéressante. En privé, il annonce à son homologue que les pourparlers avec le Nord sont interrompus et que les États-Unis ne cautionnent pas une politique d'engagement. Kim Dae-jung est abasourdi. C'était très fâcheux. Était-il en colère? Furieux? Peut-être. Avez-vous discuté à son retour? Il était évidemment déçu. Lorsqu'il est rentré de Washington, la Corée du Nord a immédiatement déclaré qu'il n'y aurait plus de dialogue avec le gouvernement sud-coréen. Tout s'est effondré. Exactement. Le président Bush a déclaré « Je n'ai pas confiance en Kim Jong-il. Nous allons revoir notre politique et nous ne ferons rien avant cela. » C'était donc un coup d'arrêt dans les progrès qui avaient été accomplis. Quelle est la politique de la nouvelle administration à l'égard de la Corée du Nord? Il n'y a plus de politique, juste une attitude. Laquelle? L'hostilité. Cette interruption tient au fait qu'on a cru que la politique menée jusqu'alors était mauvaise. Lorsque vous cédez au chantage, vous l'encouragez. Longtemps conseiller auprès du Pentagone, Richard Perle fait partie des conservateurs très critiques à l'égard de la politique du trio Clinton, Perry, Albright. Ces hommes vous diraient certainement que les pourparlers auraient dû continuer ouvertement. Et que le chantage aurait dû continuer. Bien sûr, ils ne l'appelleraient pas de cette façon, mais c'est pourtant bien ce que c'était. Cette politique a été prônée par Kim Dae-jung, qui est venu à Washington juste après l'arrivée de la nouvelle administration et qui a eu droit à une rebuffade. Je pense que les intérêts de Kim Dae-jung et des Sud-Coréens ne sont pas du tout les mêmes que ceux de l'Amérique. Et c'est compréhensible. Séoul étant à portée de tir de milliers de canons nord-coréens, il n'est pas surprenant que les Sud-Coréens voient les choses différemment de nous. Notre président s'engage d'abord et avant tout à assurer la sécurité des États-Unis. En Corée du Nord, Kim Jong-il se heurte lui aussi à la politique de George W. Bush. L'administration Clinton avait été prête à discuter avant que Kim ne fasse des concessions ou ne respecte les arrangements existants. Le nouveau gouvernement exige en revanche des concessions et un respect total des accords comme préalable à l'ouverture de discussions et élargit l'ordre du jour. Les Nord-Coréens accusent Bush de changer les règles du jeu. J'espérais bien que nous modifierions les règles du jeu car nous n'aimions pas le cadre des négociations tel qu'il avait été établi sous l'administration Clinton. On attendait de nous qu'on paie les Nord-Coréens pour qu'ils ne fassent rien de dangereux. Et ça n'est pas une base saine pour une politique. Lorsque le président Bush s'adresse au Congrès en janvier 2002, le président des États-Unis. Les pourparlers avec la Corée du Nord sont au point mort.
Et les attentats du 11 septembre suscitent une crainte vis-à-vis de la prolifération des armes et du risque de voir un État voyou vendre ses missiles et sa technologie nucléaire à un groupuscule terroriste. Dans son discours, le président pointe du doigt plusieurs pays. Le régime de la Corée du Nord s'équipe de missiles et d'armes de destruction massive tout en affamant ses citoyens. L'Iran cherche à se procurer ces armes et à exporter le terrorisme. Puis vient la petite phrase qui vaudra à Bush de rester dans les mémoires. Ces États et leurs alliés terroristes constituent un axe du mal armé pour menacer la paix du monde. La Corée du Nord déclare que ce discours s'inscrit dans une politique hostile. Ces régimes représentent un danger grave et grandissant. Les Nord-Coréens se plaignent de certains termes employés. Avez-vous déjà lu leurs déclarations dans la presse et celles de leur gouvernement à propos des États-Unis? Lorsque nous avons contacté la Maison-Blanche pour préparer ce film, on nous a renvoyé au département d'État qui a désigné l'ambassadeur en Corée du Sud, Thomas Hubbard, comme porte-parole. J'ai du mal à comprendre. Ce n'est pas à eux de fixer les règles. Bien sûr que non. Mais je pense qu'on s'est trop focalisé sur les mots et pas assez sur la nature même de cette politique. Les mots comptent, vous êtes un diplomate. On peut s'inquiéter du certain immobilisme de cette politique. Pour reprendre l'expression d'un ancien ambassadeur, ce n'est pas une politique, mais simplement une attitude. Je crois que c'est une exagération. La politique du gouvernement est claire. Que la Corée du Nord ait des armes nucléaires nous paraît inacceptable et intolérable. Ce que le président a fait en parlant de l'axe du mal, ça a été d'identifier le mal là où il se trouve et d'expliquer très clairement que nous allions nous occuper de ces régimes en sachant parfaitement ce qu'ils représentent. Si le mot mal ne s'applique pas à la Corée du Nord, il ne s'applique à aucune nation. Le problème n'est pas de savoir si ce mot s'applique à Kim Jong-il. Le problème, c'est qu'il n'apporte aucun bénéfice réel. Ce n'est pas comme si nous ignorions que ce pays est dangereux. Qu'est-ce que le président y gagne? Je pense qu'il rompt avec la politique menée précédemment, qui disait « ils sont peut-être mauvais, mais nous allons traiter avec eux et leur faire confiance en admettant qu'ils respectent leur accord ». En bref, nous allons traiter avec eux d'une manière différente de celle qu'on adopterait à l'égard d'une nation dont on saurait qu'elle est intrinsèquement mauvaise. Le langage et l'approche du gouvernement vous ont-ils surpris? J'ai été surpris. Je n'ai pas été surpris de voir que certains membres de cette administration partageaient ce point de vue, mais j'ai été surpris de les voir adopter cette politique. Je la trouve contre-productive. Pourquoi? Pourquoi ne pas montrer que ce sont des durs et qu'ils ne vont pas mener la politique d'apaisement de Clinton? Oui, j'ai entendu ce point de vue. Parler comme des durs, jouer les durs et mettre la pression sur la Corée du Nord n'est pas une politique efficace. Cette attitude a peut-être un effet thérapeutique sur nous, mais elle ne nous permet pas d'atteindre nos objectifs ni d'améliorer notre sécurité. À l'été 2002, la CIA, en se fondant sur des renseignements qu'elle collecte depuis le milieu du deuxième mandat de Bill Clinton, conclut que la Corée du Nord poursuit secrètement un autre programme de fabrication d'armes nucléaires. Les services de renseignement ont établi que les Nord-Coréens continuaient de faire leurs courses. Au Pakistan, ils achètent des modulateurs haute fréquence, des tubes d'aluminium. Apparemment, nous avons pris des photos aériennes qui ne font aucun doute et montrent la livraison de matériel venant du Pakistan. C'est devenu une certitude en juillet ou en août. Ils achètent de l'équipement pour construire une usine d'enrichissement d'uranium. Ce procédé s'effectue dans des tubes à centrifugation comme ceci. Il faut 2 à 3 ans pour produire assez d'uranium de qualité armement pour fabriquer une bombe. Comme le programme de Yongbyon, il montre la volonté de Kim Jong-il de se doter de l'arme nucléaire. Le 3 octobre 2002, James Kelly, un des assistants du secrétaire d'État,
se rend à Pyongyang pour en parler avec les autorités. Au moment où Kelly se préparait, il y a eu apparemment une bagarre au sein de l'administration. Devait-il le mentionner ou non? Ceux qui pensaient qu'il devait le faire l'ont mis en tête de l'ordre du jour, et c'est la seule chose dont il a été question lors de la réunion du 3 octobre. Le plus intéressant, c'est que les Nord-Coréens, après en avoir discuté toute la nuit, ont fini par reconnaître qu'ils avaient bien un tel programme. Kim Jong-il a posé sa carte nucléaire. Quelques semaines plus tard, c'est à George W. Bush d'abattre son jeu. Il déclare l'accord de 1994 caduc et suspend toute livraison de pétrole. La Corée du Nord riposte en neutralisant tous les appareils de surveillance de Yongbyon et en renvoyant les inspecteurs chez eux. En janvier 2003, le pays annonce qu'il se retire du traité de non-prolifération. Le traité de non-prolifération est nul et non avenu. États-Unis et Corée du Nord sont de nouveau au bord du gouffre. Les premiers refusant toute discussion sans participation du Japon, de la Corée du Sud et de la Chine. La politique de la main tendue est elle aussi mise à mal. Lim Dong-hwang et le président Kim Dae-jung font l'objet d'une enquête sur le versement de près de 500 millions de dollars sur un compte bancaire à Singapour au nom de Kim Jong-il en 1998 pour acheter sa coopération. Pendant ce temps, la Corée du Nord insiste pour reprendre des négociations directes avec les États-Unis. Pourquoi ne pas accepter? Les puissances régionales nous incitent à le faire. Devons-nous toujours leur donner ce qu'ils veulent? C'est une de nos préoccupations. Il est peut-être intéressant sur le plan tactique pour les Nord-Coréens de nous isoler et de faire pression sur nous par le biais de négociations bilatérales. Mais ça n'est pas nécessairement dans l'intérêt des États-Unis. Nous pensons qu'une approche multilatérale est bien plus judicieuse. Au sein de l'administration, le débat continue quant à la nature des pourparlers avec la Corée du Nord. En février 2003, un adjoint de Colin Powell, spécialiste du Nord-Est asiatique, Richard Armitage, est convoqué au Congrès. Japonais et Coréens du Nord m'ont dit d'accord pour des discussions multilatérales. Comptez sur nous, mais ne tardez pas. Nous vous recommandons de procéder de manière bilatérale. Ça n'est pas ce qu'ils recommandent? Non, c'est bien ce qu'ils suggèrent. Notre proposition n'est pas tout à fait d'obtenir des discussions multilatérales, mais d'avoir un parapluie multilatéral. La prestation de Richard Armitage a, paraît-il, provoqué la fureur du président Bush. Le lendemain, il a ordonné la tenue d'une réunion extraordinaire à la Maison-Blanche pour interdire toute mention en public de ce qui pourrait ressembler de près ou de loin à des négociations bilatérales. Il n'y a pas d'autre moyen que des discussions directes entre la Corée du Nord et les États-Unis. Sinon, ce sera la guerre. Bilatéral? Oui. L'administration Bush s'y refuse. Oui, c'est ce qu'elle a dit. L'administration Bush a déclaré « Nous ne devrions rien leur donner. Ils violent le traité de non-prolifération nucléaire, ils défient le monde, il faut donc les obliger à obéir. L'apaisement conduit à un comportement plus agressif. » Tout dépend si l'on considère que les discussions directes sont de l'apaisement. Cette administration a décrété que tout ce qui avait été fait vis-à-vis de la Corée du Nord était de l'apaisement. Une fois les choses définies ainsi, il est très difficile de changer de discours. Et nous en sommes là. J'espère vraiment qu'il y a un moyen de sortir de cette escalade. Mais l'escalade continue. Kim Jong-il a fait organiser des exercices en cas de raid aérien sur Pyongyang. En mars 2003, la Corée du Nord a remis en marche son réacteur de Yongbyon. Elle a également testé 2 missiles à courte portée et intercepté un avion espion américain au large de ses côtes. Enfin, elle a annoncé qu'elle se désengageait des pourparlers d'armistice qui traînent depuis plus de 50 ans. L'administration Bush, occupée par la guerre en Irak, répète à l'envi qu'elle n'a aucune intention d'envahir la Corée du Nord et que la situation
ne peut pas être qualifié de crise. Si nous étions prêts à faire la guerre en Irak, pourquoi ne sommes-nous pas prêts à la faire en Corée? Tout un tas de gens ont déjà répondu à cette question. Nous continuons de croire qu'il ne faut pas loger tout le monde à la même enseigne. Nous continuons de croire que le problème nord-coréen peut être résolu par la diplomatie. Qu'est-ce qui les empêche d'avoir la bombe? S'ils sont déterminés à se doter de l'arme nucléaire, ils le feront. Et ce sera à nous de gérer ce problème. Pourquoi n'est-ce pas une crise? Car nous pensons que ce problème peut être réglé. Nous n'avons pas la formule précise pour y arriver, mais nous croyons fermement que c'est possible. Ils disent qu'il n'y a pas de crise. Je pense que l'attitude de la Corée du Nord et son programme d'armes nucléaires ne constituent pas une simple crise, mais une crise sérieuse. Nous avons quelques mois, et non quelques années, pour résoudre ce problème avant qu'il atteigne son point de non-retour, et que ce pays devienne une puissance nucléaire de premier plan.